Et puis j'ai vu rapidement toute la famille, j'ai vu la détresse de cette famille, j'ai très vite compris l'innocence de ces gens, parce que les charges qui existent contre Gilles Tourny sont inexistantes. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve, il n'y a pas une preuve matérielle. Il n'y a même pas de mobile. On l'accuse d'avoir brutalement voulu tuer à la fois son ami et membre de sa famille, simplement parce que son épouse aurait 34, 35 ans plus tôt eu une courte liaison, une aventure éphémère avec la victime. Mais entre-temps, c'était devenu des amis, ils passaient leur fête de famille ensemble. Vous le savez tous, rien ne démontre à aucun niveau la culpabilité de Gilles Tourny. D'autre part, sa propre épouse démontre qu'il n'y était pas, parce qu'elle l'affirme, qu'il a un alibi, il était avec elle au moment des faits. Donc si jamais il était coupable, ça veut dire qu'elle également le serait. Ça veut dire que Simone également aurait été tué son voisin, brutalement, comme ça, un soir de mars. C'est manifestement invraisemblable. D'ailleurs, on constate simplement qu'elle n'est pas mise en examen, qu'elle n'est pas poursuivie. Or, si elle était coupable, même si elle était complice, elle risquerait la même peine que l'auteur principal. Et par conséquent, ce n'est pas normal, ça ne tient pas. C'est une accusation absurde. Moi, c'est mon avis. On a, tout à l'heure, on verra avec Marc Eterno, qui est l'enquêteur, qui est intervenu sur le terrain, qui a été voir des gens, qui ont été les auditionnés. Parfois, je l'accompagnais, j'étais avec lui. Nous avons également l'avocate de la partie civile, maître Juliette Chapelle, qui est à mes côtés, qui va vous expliquer pourquoi elle intervient et dans quel but et à la demande de qui. Je rappelle que nous avons ici à la fois les gens qui sont accusés, c'est-à-dire la famille de Gilles, mais également plusieurs membres de la partie civile, c'est-à-dire des victimes, les frères et sœurs de Fernando. Et puis nous avons la présidente du comité de soutien qui a réussi à tous vous mobiliser, quelqu'un de formidable. Et ce que l'on voulait aussi, c'était vous mobiliser, vous dire de continuer le combat et de soutenir cette famille, car sans vous, je crains qu'aujourd'hui déjà, la justice aurait renvoyé Gilles Tourny à tort devant une juridiction. Et lorsque l'on est renvoyé devant un tribunal, quels que soient les éléments que l'on a et quelle que soit la faiblesse de l'accusation, il n'est pas impossible de se voir condamné. Alors, très rapidement, je vais laisser la parole à la présidente, et puis après, peut-être, ou le contraire, hein, tu préfères parler en premier ? Oui, parce qu'elle a un train à prendre. Alors, Maître Cormier, l'avocat de la défense, a eu un problème, il devait venir avec nous, et on a appris tout à l'heure qu'il ne pouvait pas venir. Donc on a la chance d'avoir Maître Juliette Chapelle, qui est une grande avocate parisienne, une avocate spécialisée dans les affaires judiciaires, et notamment les erreurs judiciaires. Elle va donc vous faire part de son expérience de cette affaire. Bonjour à tous, donc, je suis Juliette Chapelle, l'avocate de plusieurs frères et sœurs de la victime, donc Adélia Noblet, José Mourao, Candy Mourao et Albertino Mourao, qui m'ont sollicité en mars 2018 pour les représenter et défendre leurs intérêts dans le cadre de l'instruction. Ils ont fait cette démarche de changer d'avocat parce qu'ils estimaient en effet que l'instruction menée contre Gilles Tourny n'apportait pas les preuves suffisantes de sa culpabilité, notamment l'absence de preuves objectives. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici. Pour éviter, comme l'a dit Roger Marc, qu'il y ait une erreur judiciaire, mais surtout pour que l'instruction continue, pour que toutes les pistes soient étudiées. Aujourd'hui, mes clients estiment, et je suis tout à fait d'accord avec eux, que toutes les pistes n'ont pas été étudiées avec détail, en tout cas avec autant de détails que la piste Gilles Tourny, et qu'il y a bien d'autres pistes qui sont très intéressantes et qui devraient être fouillées par les enquêteurs et par le magistrat instructeur. Mais par ce message-là, moi, parce que c'est quelque chose qui a été reproché à mes clients, qui ont été quasiment insultés à certains égards dans cette instruction, c'est qu'ils ne sont pas pour ou contre Gilles Tourny. Moi, je ne suis pas l'avocate de Gilles Tourny. Son innocence ou sa culpabilité, à la limite, j'ai presque envie de dire, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'instruction et de l'avocat de Gilles Tourny. Moi, je suis ici pour représenter les intérêts des frères et sœurs, de certains frères et sœurs de la victime, et qu'on évite
d'avoir un meurtre non élucidé et qui ne soit jamais résolu, parce qu'on sait que plus on attend, et moins il y a de chances de retrouver, de rassembler les preuves et de trouver l'auteur des faits. Donc c'est le sens aujourd'hui de mon intervention, c'est de dire que ce que nous souhaitons, c'est que l'instruction continue. On a reçu l'avis de fin d'information. On ne peut pas se contenter aujourd'hui, en l'état de l'instruction, ni d'un renvoi de Gilles Tourny devant les assises, ni d'un non-lieu à son égard, et il faut que l'instruction continue. Si jamais l'instruction ne continue pas, il est évident qu'on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas imaginer qu'une partie civile, même victime, on sait qu'il y a des gens qui sont pour la culpabilité de Gilles Tourny, mais je ne vois pas ce que ça peut leur apporter que de faire condamner le mauvais à un homme innocent et de laisser en liberté un véritable coupable. Ça paraît absolument pas satisfaisant. Donc tant qu'il y a un doute, tout le monde devrait être du même côté, c'est-à-dire demander la poursuite des investigations, continuer, découvrir la vérité. En tout cas, merci à Maître Chapelle d'avoir fait le déplacement pour nous expliquer qu'effectivement, elle n'est pas d'accord finalement avec la manière dont l'instruction est menée jusqu'à présent. On a l'impression que cette justice est bizarre, elle s'est fait ensorceler par je ne sais qui. On a un enquêteur qui ma foi, instruit à charge, enfin qui enquête à charge, et le juge d'instruction qui n'a pas de regard critique, qui ne fait pas son rôle de contrôle de son officier de police judiciaire. À moi ? À vous. Donc, je tenais à vous remercier tous et toutes d'être présents aujourd'hui. C'est très important pour notre association. Nous l'avons créée dans le but de soutenir Gilles et sa famille dans sa lutte pour retrouver sa liberté, toutes ses libertés. Effectivement, il a pu retrouver une partie de tout ça, mais je pense qu'on est loin de la fin du combat et qu'il est important de montrer qu'effectivement, nous sommes peut-être une petite association, mais nous sommes tous présents et tous derrière lui et sa famille. Et notre but à tous, je pense, c'est de le soutenir et de les soutenir, tout simplement. Alors, nous n'avons pas fait d'action parce qu'on a préféré peut-être être plus dans la discrétion, mais ce qui est important, c'est toutes les petites actions qu'on peut mener au quotidien, simplement pour montrer que nous sommes là, que nous continuons et que nous irons jusqu'au bout, je pense, tout simplement. En tout cas, merci d'être là. Votre présence est absolument indispensable. J'ai vu des gens désespérés face à l'erreur judiciaire. Lorsque vous avez le petit doigt qui est pris dans l'engrenage judiciaire, vous ne pouvez plus vous en sortir. Marc est un enquêteur très spécialisé. Il a été sur le terrain et on peut également répondre à toutes sortes de questions sans aller trop loin sur le fond de la procédure. D'abord, que nous ne maîtrisons pas complètement, puisqu'il y a le secret de l'instruction, mais en revanche, on peut répondre à des tas de questions peut-être que l'on se pose, et également des affirmations gratuites qui sont portées par certains tenants de l'accusation, qui expliquent qu'il y a eu telle ou telle chose qui serait peut-être à charge contre Gilles. Donc il y a peut-être des questions que certains d'entre vous se posent, et on peut peut-être y répondre. Alors, moi, effectivement, j'ai été mandaté par la famille de Gilles Tourny pour rétablir certaines vérités sur des éléments qui ont été jetés comme ça, un petit peu dans le dossier, sans véritablement être vérifiés en amont, pour crédibiliser cette thèse de la culpabilité de Gilles Tourny. Alors, très rapidement, on s'est aperçu que rien ne tenait, que tout était en définitif une simple construction intellectuelle basée sur, comme l'a interrogé Marc, sur des suppositions, ou en tout cas quelques relations très, très anciennes. On ne va pas revenir sur ce sujet. Et on s'est aperçu en définitive que tous les éléments qui avaient été mis en avant, on peut les démonter un par un. Le mobile ne tient absolument pas, on ne va pas le répéter. La présence du véhicule dans le garage, on peut tout à fait expliquer ce qui dédouanerait Gilles du fait qu'il ne soit pas allé voir son voisin le lendemain de ce drame abominable. Personne n'a essayé d'étayer la piste de la personne qui avait été vue la veille dans un champ en train de repérer les lieux. En tout cas, il ne s'agissait pas de Gilles, puisque le voisin, sinon, l'aurait immédiatement signalé les autorités. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on a pu très très facilement démonter, et ce qui, au final, a abouti à dire que dans le dossier, il n'y a absolument rien qui puisse justifier
de la culpabilité de Gilles. Alors, on a par ailleurs effectué d'autres investigations pour voir si c'est pas Gilles qui pouvait avoir un intérêt à attenter à la vie de M. Mourao. On s'est aperçu qu'il y avait notamment une personne qui était véritablement à même de lui en vouloir, et de lui en vouloir à mort, parce qu'il y avait un problème de reconnaissance de paternité qui est établi. La justice avait été saisie de cette affaire. La reconnaissance de paternité avait effectivement été attribuée à M. Mourao. Et la personne qui était directement impactée, qui pouvait, dans sa fierté, être véritablement touchée, elle a été suspectée un temps, mais s'était parfaitement préparée, avait son alibi pour répondre facilement aux questions des enquêteurs. Alors, de ce fait, il a pu être un temps, en tout cas, dédouané de toute implication, mais ça n'en fait pas pour autant, ça ne donne pas la possibilité, en tout cas, à l'enquêteur de définir qu'il s'agit de Gilles Tourny qui est le véritable commanditaire de ce crime ou l'auteur. Donc, je pense qu'on est allé dans ce dossier à la facilité, en fin de compte, puisque Gilles, lui, en tant que personne absolument innocente, n'avait rien préparé. Ça a pu l'amener à être parfois un peu incohérent dans ses propos, puisque quand on est accusé comme ça, à brûle-pourpoint d'un crime odieux, une personne qu'il connaissait, qu'il appréciait, qui faisait partie quasiment de sa famille, on peut perdre ses moyens et on peut parfois aboutir à des incohérences. Et c'est sur ces incohérences-là qu'on en a fait le coupable parfait. Donc nous, notre rôle, c'est de rétablir la vérité, et on peut répondre point par point à toutes les accusations qu'on a fait en compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra revenir sur le détail de chaque point suspicieux. Et puis, il faudrait que cette piste, notamment au sein de la communauté des gens du voyage, qui est ciblée, hein, on ne dévoile rien d'absolument secret dans ce dossier, il faudrait que cette piste puisse être effectivement reprise par des personnes sérieuses et surtout par des personnes complètement indépendantes. Voilà. Si vous avez des questions sur des sujets précis, n'hésitez pas. J'imagine qu'il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Est-ce que Gilles, par exemple, était en possession, comme on l'a lu dans la presse, d'armes? Est-ce que c'est un homme qui était armé, qui avait des armes chez lui, qu'il avait cachées? C'est ce qu'on a tous lu dans la presse. Ça veut dire quoi? Gilles est un voyou, il avait des armes, capable de tuer? Eh bien non. Ce n'était que des armes factices. C'était des pistolets à air comprimé, ou à grenaille, à blanc. Et peut-être on puisse découvrir des résidus de tir sur ses vêtements. Ça, c'est une piste sérieuse. C'est pas des suppositions telles que celles que l'on a utilisées contre Gilles Tourny. Gilles Tourny, c'est un homme honorablement connu, qui n'a aucun antécédent judiciaire, il n'a jamais fait de mal à personne. Ce sont des gens généreux, ce sont des gens estimés. La preuve, vous êtes là. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. C'est parce qu'on parle beaucoup de Gilles Tourny. Mais un jour, j'aimerais qu'on arrête de parler de l'affaire Gilles Tourny. Je voudrais qu'on parle de l'affaire Mourao. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 2 frères et 2 sœurs qui sont profondément désespérés. Parce qu'on ne veut pas les croire. Parce qu'on ne veut pas écouter ce qu'ils disent. Parce qu'on met en doute systématiquement ce qu'ils disent, même sur les relations que leur frère pouvait avoir avec Gilles Tourny. Les problèmes qu'il pouvait avoir, les menaces de mort qu'il a pu recevoir, tout a été mis en doute, tout ce qu'ils ont dit a été mis en doute, ce qui n'est pas normal, parce qu'à minima, on devrait donner de la crédibilité à ce que disent les frères et sœurs de la victime, étant donné qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ce meurtre, le meurtre de leur frère, reste non élucidé. Donc je voudrais qu'un jour on arrête tout simplement de parler de l'affaire Gilles Tourny, mais ce n'est pas l'affaire Gilles Tourny. Aujourd'hui, celui qui est décédé, c'est Fernando Mourao. Alors nous ferons tout. Hein. Moi, Maître Chapelle, Marc Eterno, et même l'avocat de la défense, donc Maître Cormier, qui m'a envoyé un mot à votre attention, puisque malheureusement il n'a pas pu venir. Je vais vous le dire. Et nous ferons tout pour connaître la vérité, car la défense, le mandat qui lui était donné, en quelque sorte, par Gilles Tourny, c'est pas seulement de se faire innocenter, c'est de savoir la vérité sur la mort de son ami Fernando. Et c'est très important pour lui. Tout à l'heure encore, on le voyait, et je peux vous dire qu'il ne pense qu'à ça.
Ça va au-delà donc de sa propre personne. Alors, le message qui nous a été envoyé par... tu veux peut-être le lire, tout là, non? Je le lis, c'est comme tu veux. Si tu retrouves... Alors, je l'ai trouvé, moi. Alors, Maître Cormier nous dit donc, je suis retenu loin de vous, mais je tiens à vous dire que j'ai l'honneur de défendre Gilles Tourny et d'une certaine manière toute sa famille, Simone, Valérie, Nelly et les autres. Je parle d'honneur car Gilles est un justiciable qui a injustement été mis en cause de l'assassinat de son ami Fernando. Cet homme m'a chargé de le défendre, mais aussi dans la mesure de mes moyens de faire tout ce qui était possible pour que la lumière soit faite sur ce crime. Je mets un point d'honneur à livrer avec lui et sa famille ce combat. Voilà. Il m'a envoyé à votre attention, parce qu'il ne pouvait malheureusement pas venir pour des raisons importantes. Je crois que tu pars très rapidement parce que tu as un train. Je peux attendre encore 10 minutes. Bon. Alors, est-ce que vous allez profiter un petit peu de notre présence, même si nous n'avons pas notre cher Cormier, l'avocat de la défense, présent pour éventuellement qu'on puisse vous donner des éléments complémentaires? Est-ce que certains ont des questions particulières, même parfois des choses qui pourraient paraître dérangeantes, et que tout le monde a le droit de se poser des questions? Moi, allez-y. ce qui m'étonne, c'est comment on peut nettoyer une voiture au point de ne pas trouver la moindre trace d'ADN quand on voit quelque part que sur un bout de cheveux, on trouve. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Alors, vous avez parfaitement raison. Et j'ai pris notamment l'initiative de demander à un expert judiciaire spécialiste en génétique de prendre contact avec Maître Cormier. D'ailleurs, on s'est vus tous ensemble là, sur Lyon, et il va proposer son expertise pour expliquer pourquoi c'est impossible qu'on n'ait pas retrouvé de traces génétiques, notamment dans ce véhicule automobile. Et qu'il y a peut-être encore possibilité, d'où la raison pour laquelle Maître Cormier a fait des demandes d'actes nouvelles, de nouvelles analyses, car en fait, ça retarde peut-être une décision qui est favorable pour Gilles Tourny. On a quelques échos aujourd'hui, comme quoi, finalement, le tribunal voudrait peut-être rendre un non-lieu. Tant mieux pour lui, parce qu'on ne le croit pas coupable. En revanche, faire des demandes d'actes risque de retarder cette décision favorable pour lui. Mais nous préférons des nouvelles analyses, car peut-être que ça nous permettra de trouver des indices sur le véritable coupable. Et c'est ça qui est le plus important pour, notamment, Gilles Tourny et sa famille. C'est plus important qu'un non-lieu. Ben non, les deux sont importants, hein, parce que vous savez, être accusé à tort, vous imaginez ce que c'est. Il a été jeté en prison pendant 4 mois sans pouvoir avoir été en relation avec sa famille. Tout ça de manière absolument incroyable. Ça arrive pratiquement jamais à ce point. Moi, je pense qu'on ne fait ça que lorsque ça n'a aucun motif. Aucun motif. Des mois après ça, alors qu'il a pu se concerter 1000 fois avec les membres de sa famille, lui interdire de voir sa famille, le jeter en prison, ça ne pouvait être que dans un but, c'est le faire craquer pour lui faire procéder à des aveux. Et les aveux, ça peut être extorqué. Et il y a des erreurs judiciaires. Moi, j'ai eu à traiter ce type d'affaires. Malheureusement, il faut des années après pour pouvoir démontrer son innocence lorsqu'on a avoué des faits que l'on n'a pas commis. Et ça arrive tous les jours. Oui, c'est vrai, c'est une famille. Nous, on n'accepterait pas qu'un innocent soit mis en prison, qu'on veut le ou les vrais coupables. Les vrais coupables, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, si c'était Gilles Tourny, vous pouvez être sûr qu'on ne lui ferait pas de cadeau. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on veut le ou les vrais coupables. On ne laissera pas faire. Allez-y. Pour l'arme, elle a été retrouvée là ou pas? Tout à l'heure, vous parliez d'un fusil, le monsieur là, qui aurait tué un renard. Mais on a parlé d'un gros calibre aussi dans la presse, je ne sais pas. Si oui, c'était un 38 spécial. C'est une arme, c'est un pistolet de poing. C'est un revolver ressemblant, parce qu'on a partout les douilles. Mais c'est pas la même arme que celle qui est servie à tuer un renard. Ça, c'est un fusil de chasse. Oui, c'est pour ça. Mais en revanche, l'une comme l'autre, ça fait des résidus de tir. Et vous savez, pour ceux qui ont eu à traiter des affaires ayant trait avec les gens du voyage, quand ils ont commis quelque chose, quel que soit, lorsqu'ils ont fait l'utilisation d'un arme, ils ont toujours tué un renard. Hein, c'est habituel. Voilà.
Et là, il avait tué un renard avant même qu'on lui pose la question, avant de dire bonjour, bon, moi j'ai tué un renard, voilà, hier. Et là, ça aurait dû éveiller, à mon avis, l'attention de tous les enquêteurs. Monsieur, vous vouliez poser une question, je crois? Alors non, ils n'ont pas retrouvé le renard, ils n'ont pas retrouvé la cartouche parce qu'il a dit l'avoir jeté dans le feu. Là, je ne sais pas si madame fait de la chasse. Je vais poser la question, est-ce qu'elle a déjà vu un chasseur, monsieur, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, après avoir tiré, va jeter la cartouche dans le feu? Quel est l'intérêt? Comment vous voyez ça, vous? C'est rare qu'on ait une cartouche dans le feu. C'est rare, vous l'avez déjà vu? Non. Non? Et vous, madame? Bon. Il reste quelque chose de toute façon. Comment? Ça reste à vous de... Il resterait quelque chose, Il normalement. reste le culot. Mais ils n'ont pas été curieux, ils n'ont pas été cherchés. Allez-y. S'il y a un non-lieu pour Gilles, Oui. je l'espère parce que je le crois innocent, est-ce que l'enquête va continuer pour qu'on ait les assassins à mon frère, à notre frère? Alors, normalement, s'il y a un non-lieu, ça veut dire que c'est le non-lieu de poursuivre telle personne. Mais ça ne veut pas dire que le crime n'est toujours pas a eu lieu. Et à partir de là, on peut espérer que la justice va continuer les investigations. D'ailleurs, ça va être la demande commune, à la fois de la défense et de la partie civile. Mais il faudra les pousser parce que souvent, une fois qu'ils ont mis un non-lieu sur une personne, ils ont tendance à mettre le dossier de la SFDP. Voilà, ça fait plusieurs années et encore une fois, plus on attend, moins on arrive à réunir de preuves et plus c'est compliqué. Encore une fois, il y a plusieurs pistes. Moi, je ne suis pas là pour accuser, je ne suis pas procureur, mais il y a plusieurs pistes à étudier. Mais voilà, plus on laisse le temps passer, et moins on a de chances de rassembler les preuves nécessaires, des preuves fortes, pour pouvoir envoyer le ou les personnes qui seront mises en examen, s'il y en a d'autres, devant une cour d'assises. C'est un processus qui est bien connu, on appelle ça la déperdition des preuves. Les mémoires s'effacent, les éléments ne Ils se sont... mettent à la place des parties civiles. C'est ça. On ne vit pas, depuis 3 ans. On a la chance de bien se connaître et donc je sais votre détresse et votre peine par rapport à la disparition de Fernando. Donc je sais à quel point c'est important pour vous tous de savoir la vérité et de savoir qui l'a tué. Ben bien sûr, c'est notre combat tous les C'est jours. votre combat. Tous les jours, c'est notre combat. On veut avoir les assassins parce que je suis sûre qu'il y en a 2. Oui, c'est possible qu'ils aient été plusieurs. C'est une piste qui n'a pas été étudiée. La pluralité d'auteurs, par exemple, c'est une des pistes qui... Mais j'arrête pas de crier que mon frère et ma sœur, ils ont pas pu bouger 1 millimètre des meubles de chez mon frère à eux deux, que mon frère il était costaud, celui qui les connaissait, ils le savent, et que c'est pas possible qu'il y ait qu'une personne, de 50 kilos, il a soulevé les meubles, il les a... Tout le monde connaît Gilles Tourny, sa stature. Bon, c'est pas lui qui aura renversé les énormes Ils ne meubles. veulent pas m'écouter Bon. de toute façon. En revanche. Ces certitudes, ça c'est quelque chose. En revanche, on veut s'en servir à charge en disant on a voulu simuler un cambriolage. C'est pas du tout le cas. Tout a été renversé parce que ça a été fouillé. Et quand on nous dit rien n'a disparu, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Tout le monde sait qu'il avait de l'argent chez lui, premièrement. Et deuxièmement, surtout, ce qu'il avait, c'était sa procédure. En reconnaissance en paternité. Or, n'est pas impossible, si jamais c'était la piste à suivre, que c'était pour prendre ces documents et les faire disparaître. Ils n'ont pas été retrouvés. Non. Mes parents, enfin ma mère, quand il a commencé à fréquenter ces personnes-là, ma mère, elle a dit mais Fernand, tu vas te ramasser un fusil. Combien de fois ma mère, elle l'a dit, mais combien de fois? Moi, quand il a commencé à faire les démarches pour le gosse, je lui ai dit, mais tu vas te ramasser un fusil, Fernand, fais attention à toi, parce qu'ils étaient dangereux. Et la preuve en est, il y a plein de personnes, plein de témoins qui disent que mon frère, il était menacé de mort. Mais j'ai mon mari qui l'a dit, mon frère l'a dit à mon mari, il est traité de menteur parce qu'il dit la vérité, il ne veut pas l'entendre, l'enquêteur. Je veux que l'enquête de mon frère, il n'arrête pas, je veux qu'il trouve les assassins. Voilà, alors les victimes sont traitées de menteurs, menteuses, parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec l'enquêteur. Quelqu'un voulait me poser une question. Allez-y.
Peut-être que vous n'avez pas le droit de dire de personnes dans des voyages Pardon, j'ai pas compris alors. Pourquoi on ne s'acharne pas autant sur les gens du voyage comme on l'a fait pour Gilles? Ben alors, il y a plusieurs explications possibles. Ils en ont peur, c'est tout. Ils en ont peur. Certains disent qu'ils ont peur, moi je n'y crois pas, je pense pas que les gens là soient des gens heureux. Je ne vais pas leur faire ce procès d'intention. Non, en revanche, ce qui est sûr, et Marc, je crois, en a parlé, ce qui est sûr, c'est qu'il savait, le gendarme, que Gilles ne pourrait pas se défendre, tandis que la personne du voyage avait tout prévu. Elle a un alibi. Tous les gens du voyage vont confirmer ses alibis. Les traces de poudre, il a l'explication d'avance, il a tué Richard. Il n'y a aucune preuve. Ils connaissent parfaitement les géolocalisations. Je vais t'accompagner un instant. Les problèmes des géolocalisations, donc ils ne réussiront pas à les piéger là-dessus. Et je pense que le gendarme en a conscience. Or, s'il ne trouve pas un coupable, et il a échoué. Et ça va se retourner sur le plan professionnel, sur le point de vue de la carrière. Je vais dire au revoir à notre avocat, je ne vais pas laisser partir comme ça. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que certaines personnes de la communauté des gens du voyage m'ont dit qu'ils ne croyaient pas en la culpabilité de Gilles Tourny. Ah oui, quand même, ça va l'était au sein de cette communauté aussi. Sans citer l'un des leurs, en tout cas, ils ont dit qu'il faut exclure Gilles Tourny, c'est pas lui qui a tué. Donc on peut véritablement se poser des questions. Donc un jour, on peut espérer que la roue va tourner et qu'il va y avoir quelqu'un qui va parler. Après, c'est pas une communauté qui a l'habitude à la délation et ils ne vont pas se balancer les uns aux autres, puisque chacun peut-être a des tracas personnels qui ne voudraient pas que je le connaisse. Donc chacun se tient peut-être par ce biais-là. Mais il y a forcément, de toute façon, un jour ou l'autre, une vérité qui sera dite, qui sera établie. Alors peut-être dans 20 ans, on ne sait pas, mais en tout état de cause. Ah pardon. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'au sein de la communauté, on dit définitivement c'est pas Gilles Tourny qui a tué. Sans citer quiconque, en tout cas, c'est pas Gilles Tourny qui a tué. Parce qu'ils savent très bien que Gilles Tourny, de toute façon, n'était pas capable de préméditer et de commanditer ce crime. Et d'autre part, ils savent très bien qu'il y a d'autres personnes qui avaient véritablement un intérêt à faire disparaître M. Moirot. Donc, l'un dans l'autre, on peut tout à fait conclure à la culpabilité de l'un et à l'innocence de l'autre. Si d'autres personnes ont des questions sur les éléments d'enquête, n'hésitez pas. Ah oui, oui, bien sûr. Je suis Madame Régnier, présidente de la DEPAP 92, dont fait partie Simone. Et cet adjudant, machin truc là, Millet, m'a envoyé un message en lui disant que voilà, on devait être auditionné et que je devais donner les coordonnées de tous les membres du bureau. Donc moi, avant de faire ça, je l'ai appelé. Et donc, ce monsieur m'a dit, mais madame, c'est comme ça. J'ai dit, bah, mais je vois pas ce que l'association peut venir dans cette histoire. Madame Tourny fait partie, c'est vrai, mais je vois pas. Il a dit, madame, de toute façon, si vous ne me donnez pas les coordonnées, je viendrai perquisitionner chez vous. Ah bon? Oui, oui. Donc, voilà, j'ai été obligée de... J'ai demandé l'avis quand même à tous les membres du bureau, hein. Et bon, bah, il y a des gens qui ont tiqué, mais il y en a d'autres, beaucoup qui ont accepté, donc je l'ai fait, j'ai donné les coordonnées, numéro de téléphone, voilà. Donc on retrouve le même mode opératoire, c'est-à-dire on tente de faire peur aux gens, on a des moyens de pression qui sont effectivement le port de l'uniforme, et ils en usent, ils en abusent, et voilà, ça prend un petit moment. Je crois avoir entendu également qu'il y avait eu des pressions sur les personnes qui avaient mis des petites affiches concernant l'innocence de Gilles Tourny au sein de certains commerces, qui ont été contactés pour retirer les affiches au sein des commerces. Donc là, c'est véritablement une atteinte aux libertés individuelles des personnes. Et c'est pareil. Tout ça, c'est absolument illégal. Hein. Quand j'ai été auditionnée, il m'a gardé pratiquement 1 heure. Et donc, moi, j'ai demandé à relire, parce que j'ai dit, je ne signe pas comme ça. Et je lui ai fait changer parce que c'était pas dans le sens que moi, je voulais dire.
Alors je lui dis ça, je suis pas d'accord. Alors vous n'avez rien à faire absolument avec le dossier. Vous étiez ni témoin de mon... Alors oui, mais il m'a titillé. Vous connaissiez bien M. Tourny, vous connaissiez bien Mme Tourny. Pourquoi, pourquoi ci, pourquoi là Je lui dis, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'aurais voulu avoir un mari aimant et tendre comme M. Tourny et un grand-père comme ça pour mes petits-enfants. Donc il n'a pas trouvé. Il m'a dit, mais vous ne le connaissez pas. Mais j'ai dit, si, je le connais justement. Mais je vous dis, la pression de dire, si vous ne donnez pas les coordonnées, on vient perquisitionner chez vous. Donc j'étais, après l'avis de tous les membres du bureau, j'ai donné... je suis présidente de la DISAP 92, dont fait partie Mme Tourny. Certains, je crois, ont mis des affichettes également de soutien, et on les a arrachées. C'est ce gendarme, toujours. Ça démontre un véritable acharnement. Oui, mais il est... Il est menaçant. Pendant l'audition, avec un petit sourire narquois, d'un air de dire, quand vous avez confiance à quelqu'un, j'ai dit oui, moi je regrette, mais pour moi c'est quelqu'un irréprochable, et pour moi il n'y a pas de souci, il n'a rien fait, et j'ai toute ma confiance à lui, sa famille et tout ça. J'ai dit en plus, Mme Tourny fait partie d'un conseil de famille, voilà, donc si je l'ai nommé, c'est que je savais à qui j'avais affaire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il était vicieux quand même. Vous excuserez du terme, mais... et après, je lui ai envoyé un mot parce que j'avais un membre du bureau qui est décédé, et je lui ai quand même envoyé un message pour lui dire de ne pas aller auditionner cette personne, puisque malheureusement, il n'était plus là. Voilà, je voulais témoigner. Merci, madame. Il y a des choses qui sont très étonnantes dans cette affaire. Je vais vous donner un exemple qui me vient à la tête. C'est qu'il y a... un beau-fils de la victime qui sera en possession d'une arme à feu. On ne l'accuse pas, hein, mais cette arme à feu était signalée aux gendarmes, au point que son épouse, une des filles de la victime, s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait été tué mon père? Elle a été voir l'arme, toucher l'arme, la sentir pour voir si elle était utilisée. Les gendarmes ont été avertis. Personne n'a jamais fait la démarche pour aller vérifier quelle est cette arme, quel est son calibre, et est-ce que c'est l'arme du crime. Ça me paraît hallucinant. Même si on ne le soupçonne pas, hein, je le dis franchement, on ne le soupçonne pas, malgré tout, ça me paraît un acte d'instruction absolument normal, indispensable. On ne peut pas imaginer les recherches que les gendarmes font actuellement, parfois absurdes, car ils vont faire des recherches, par exemple, dans des points d'eau pour trouver l'arme du crime, parce que l'un ou l'autre a été voir un voyant ou une voyante, et que la voyante a dit l'arme a été jetée dans tel puits, et les gendarmes viennent fouiller le puits. Il y a une chose aussi qui lui est reprochée, qu'il n'a pas été voir pourquoi mon frère, il n'avait pas été chez lui l'aider pour la fameuse chape. Oui. Non pas une dalle, mais une chape. Oui, pas la même chose. simple chape, c'est-à-dire par-dessus une dalle, voilà, qui existait déjà. Alors que son gendre, le jour que je me suis inquiétée pour mon frère qui ne venait pas à la maison, son gendre l'attendait pour faire des travaux chez lui, et c'était 9h, 9h30, il n'est pas venu voir pourquoi son beau-père, il n'arrivait pas. Hein. Ah oui. Pourquoi? Non, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que ce soit clair. Fernando avait dit à son ami Gilles qu'il devait partir à Paris. Et effectivement, il devait normalement partir à Paris. On ne sait même pour aller chez qui. Voilà. Bon. Et par conséquent, quand il l'a vu, que ce matin-là, il ne l'a pas rejoint pour faire cette chape, eh bien, il a pensé qu'il était parti, point final, parce qu'il n'a pas vu la voiture devant. Alors, est-ce que quelqu'un a caché la voiture volontairement pour la cacher, pour pas qu'on sache qu'il était mort? Je ne crois pas. En fait, c'est vous qui nous l'avez dit, et d'autres personnes, lorsqu'il rapportait, il avait un chargement, eh bien, il lui arrivait fréquemment de rentrer la voiture pour décharger le lendemain. Or, la veille, il avait été acheté quoi? Du blé. Donc, qui était encore dans la voiture. Donc, certainement que le lendemain, il voulait la décharger. Et ce lui arrivait plus souvent qu'on le dit, qu'il rentre sa voiture. Mais Gilles lui a cru qu'il était parti à Paris.
parce qu'il n'est pas venu. Mais pas seulement la voiture qui n'était pas là, mais c'est qu'il n'est pas venu faire la chape. Par conséquent, il a cru qu'il était parti. Donc il a été chercher un autre ami. Ils ont fait la chape. Ça a duré tout l'après-midi jusqu'au soir. Et ma foi, contrairement à ce qui a été dit, notamment hier à la radio, non, il n'a pas passé 2 jours à essayer de nettoyer chaque trace, qui d'ailleurs n'est impossible. Mais non, il faisait une chape. Voilà, au su et au vu de tout le monde. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question au sujet de l'enquêteur. Dans ce genre d'affaires, il n'y a aucune possibilité de demander à ce qu'il y ait un changement d'enquêteur pour que ça soit étudié par des personnes neutres, on va dire? Alors, je crois que c'est une des demandes qui a été C'est ce faite. qu'on voudrait, nous, hein, que la police prenne le relais, parce que, voilà, on est... Il y a même une demande de dépaysement du juge d'instruction, d'un juge d'instruction, parce que le juge d'instruction, en quelque sorte, était à l'écoute, non critique. Vous savez, c'est le juge d'instruction qui est censé instruire à charge et à décharge. Cette affaire, on a instruit qu'à charge contre Gilles, uniquement contre Gilles. Et pas question de dépayser, hein, parce que c'est une suspicion légitime qu'il faut trouver. Voilà, la justice n'aime pas ça. Et puis là, on a réellement des motifs de suspicion contre ce gendarme parce qu'il était en relation avec des membres d'un parti civil. Il envoyait des SMS, il y avait des traces. Alors on a demandé, la défense a demandé des fadettes. Mais on nous dit maintenant c'est trop tard pour les récupérer. Donc on sent bien qu'ils n'ont pas envie d'embêter ce gendarme. En revanche, le doute sur ces méthodes a été jeté. Et j'espère qu'ils auront le bon sens, effectivement, de les saisir, de mettre un autre enquêteur, pourquoi pas un autre service. On peut, par exemple, avec le service régional de police judiciaire. Je pense qu'ils n'aboutiraient pas du tout à la même conclusion. Le véhicule et la maison sont toujours sous scellé. Pardon? Le véhicule et la maison sont toujours sous scellé. Il y a toujours moyen de reprendre une enquête. La maison est toujours sous scellé, mais c'est bizarre parce que parfois on voit les fenêtres ouvertes, d'autres fois de la lumière allumée. Donc on se demande s'il n'y a pas des gens qui rentrent. C'est pas très surveillé, c'est pas très... Vous savez que Gilles Tourny et son épouse ont été cambriolés à leur absence. C'était très bizarre, les gens sont rentrés dans leur domicile, on fait des dégâts, on laisse oublier une lampe de poche allumée dedans, et là l'enquête n'aboutit pas non plus. Hein. On se pose la question de qui a pu faire ça, avec une photo de Gilles, je crois, déchirée. Oui. Voilà. Ah Simone, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avril l'année dernière, où oui, il y a eu une effraction chez mes parents. Et quand je suis arrivée, donc, tout était saccagé, notamment la chambre de mes parents, donc c'était pas un bon ménage. Et il y avait la photo de mon père de déchiré. Et puis de là, j'ai donc appelé les gendarmes, hein, qui viennent constater. Et de là, toute la cavalerie est arrivée, bien sûr. Et je me suis retrouvée dans une voiture pendant 1 heure à être interrogée sur le meurtre de Fernand. Alors que j'appelais pour l'effraction. Et quand on m'a demandé si j'avais des doutes sur des personnes, j'ai donc cité des noms précis et les raisons pour lesquelles je les citais, puisqu'elles avaient signé leur truc. Et à la fin, au bout de 7-8 mois, on m'a dit que l'affaire était clôturée, le dossier était fermé. J'ai juste posé la question à savoir, avez-vous interrogé les personnes question. Je vous ai dit les noms. Et on m'a répondu non, le parquet s'est opposé. Ah. Et les gens, j'imagine, on croit tous savoir de qui il s'agit. Bon. Ce sont ceux qui soutiennent l'accusation contre Gilles Tourny, évidemment. Car toute personne qui soutient l'accusation contre Gilles Tourny est bien traitée, mais pas traitée de menteur. Mais les gens, c'est vrai, l'idée de dire « je ne suis pas sûr que vous ayez raison, monsieur le gendarme », là, vous êtes quelqu'un de négatif, vous mentez, vous voulez couvrir l'assassin. C'est complètement insultant, surtout de la part des membres de la famille qui pleurent leur cher disparu, Fernando, qui l'aime toujours autant, qui pense à lui, et il ne mentirait pas au détriment de la manifestation de la vérité pour couvrir Gilles Tourny. Il faut bien le savoir. Personne ne l'imagine d'ailleurs. Si certaines personnes de la famille. Hein.
Bon, voilà, ils sont 2 ou 3 à pouvoir l'imaginer, soi-disant. Bon, des gens qui sont d'ailleurs en relation étroite. C'est ça qu'on a reproché au directeur d'enquête de la gendarmerie nationale. Ça fait l'objet d'une plainte. Donc maintenant, c'est en cours. On ne peut pas le commenter. On attendra de voir s'il y a un résultat quelconque. Si Maître Cormier était là, il l'aurait développé. Mais je crois que tous ceux qui s'intéressent à cette affaire vont pouvoir avoir beaucoup de réponses parce que j'ai vu l'interview qu'il avait donnée pour Chronique criminelle. Il développe longuement cette affaire de plainte déposée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toute personne qui apprend quoi que ce soit sur cette affaire, vous savez facilement que vous pouvez nous contacter. Hein, parce que nous nous tenons à votre disposition pour vérifier tout élément. On a notre marque qui est extraordinairement efficace et qui va foncer, vérifier tout élément probant qui semble être intéressant pour la manifestation de la vérité. Je sais qu'il a auditionné aussi des membres de la famille de ces gens du voyage. Eh bien, bizarrement, la famille Nicolini, hein, eh bien, ils ne croient pas dans la culpabilité de Gilles Tourny. Mais ils ont dit, sous au contrôle, qu'ils pensaient que le fameux gitan qu'on soupçonne était un fou capable de le faire. Voilà, et c'est des membres de la communauté des gens du voyage. C'est beaux frères. Hein. Ils vont mourir aussi, ceux-là. Alors, tout le monde semble mieux... les gens qui connaissent les individus concernés ont une opinion diamétralement opposée à celle de l'enquêteur qui, lui, croit savoir la vérité, mais qui finalement ne sait rien à rien. Hein, il n'a aucun élément supérieur à vous ou à Delia qui voyait son frère tous les jours. Non, mais pour lui, il veut que ce soit Gilles Tourny le criminel, et puis il veut que ce soit comme ça, il ne veut pas changer ça. Bon, eh bien nous, on va essayer de s'opposer à ça parce qu'on pense vraiment que ce serait une erreur judiciaire. Ah, bah oui, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais traité une affaire. C'était des années de combat, j'en ai traité pas mal, mais celle-là est particulièrement marquante parce que demain, ça sera la date anniversaire de la révision. C'est-à-dire que ces gens, après avoir été condamnés pendant des années, après avoir subi le pire avec leur famille, eh bien, on a obtenu finalement l'annulation de la condamnation, et puis leur renvoi devant une nouvelle cour d'assises d'appel, et puis un jour, ils ont été acquittés, et réhabilités, et indemnisés. Et ça fera 5 ans. Et depuis, ils revivent, ces gens. Mais ils ont subi le pire, l'enfer. Ce que l'on va éviter à Gilles et sa famille. Vous savez sur quoi ils les ont, parce que c'est ça le problème. Comment ils ont fait pour condamner ces 2 hommes, ceux qui connaissent l'affaire? Eh bien, ils n'avaient rien. Il n'y avait pas un élément matériel. L'ADN découvert sur la scène de crime, ce n'était pas leur. C'est la preuve, ça va nous permettre de résoudre l'affaire. Mais il y avait le témoignage d'un fou qui prétendait les avoir vus sur la scène de crime. Et cet homme va dire, moi, je suis témoin, je les ai reconnus. En fait, il avait plus ou moins, il s'était arrangé avec les gendarmes qui avaient désigné qui il fallait désigner. Et le pire, c'est qu'il prétendait avoir vu le crime un dimanche à 17h, alors qu'il y avait encore un grand soleil, c'était le mois de décembre, et alors que le crime a été commis selon sa famille parce qu'il a dîné chez ses parents. Après 21h, il avait mangé le couscous avec eux le soir, donc il ne pouvait pas avoir été assassiné à l'heure à laquelle il l'a décrit. C'était un fou. Eh bien, la justice va quand même les condamner à 2 reprises, à chacun 20 ans de réclusion criminelle. Et le procureur, lorsqu'on va lui dire « mais c'est pas la bonne heure », il va dire « il a peut-être confondu la lune avec le soleil ». Ça devait être l'éclipse. C'est-à-dire ce genre d'argument, je n'ai pas envie d'entendre dans le procès de Gilles Tourny. Et donc il y a un véritable danger. Pardon ? Il y a du souci à se faire. Oui, il y a du souci à se faire, parce que notre justice parfois commet des erreurs. Bon, en tous les cas, grâce à vous peut-être qu'elle n'en commettra pas. On a vraiment besoin de votre mobilisation permanente et la famille de votre soutien, ça leur fait vraiment chaud au cœur. Encore tout à l'heure, il nous le disait. Merci beaucoup. Et également, bien sûr, à la famille, je tiens à le dire, de Fernando. Ils sont là, ce sont les plus malheureux certainement, parce qu'eux, ils ont perdu pour toujours la personne qu'ils aimaient. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, monsieur.